matin un invité qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, donc sociologue et historien Gérard Bouchard, que vous avez tous connu peut-être pour les plus jeunes avec la commission sur les accommodements raisonnables, la commission Bouchard-Taylor. Alors, comment ça fonctionne? C'est que M. Bouchard va prendre la parole pour environ 8 minutes et ensuite, il y aura donc une période d'échange, de questions. Alors, vous me faites signe et je prends vos noms. On commence tout de suite. Allez-y, M. Bouchard. Merci beaucoup, Priscilla. Bonjour à vous. Je suis toujours content de venir vous voir, surtout quand il faut débattre d'un sujet comme celui auquel le Québec est confronté. Moi, je vous dirais d'entrée de jeu que, d'abord, je résume mon opposition au projet de charte. Mon argument principal, c'est que c'est un projet qui vise à restreindre ou à supprimer ce que les chartes considèrent comme un droit fondamental. Et pour faire ça, il faut avoir un motif supérieur, capable de passer le test des tribunaux, par exemple. Et à mon avis, les motifs que le gouvernement a mis de l'avant ne remplissent pas cette condition. Autrement dit, il y a une disproportion entre le droit qu'on veut supprimer et le motif qui devrait justifier ce geste-là. Deuxièmement, je déplore assez qu'il y a des craintes, des peurs dans la population vis-à-vis des immigrants, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de la religion. Et à mon avis, ces peurs ne sont pas fondées. Et le gouvernement aurait dû s'appliquer à dissiper ces peurs et à faire valoir ce qu'est la réalité en s'appuyant sur des faits. Mais on pourrait dire que le gouvernement a fait le contraire. Il s'est appuyé sur ses peurs, il a exploité ses peurs, ses fausses perceptions pour faire avancer son argumentation et son projet. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Il faut déplorer aussi que les porte-paroles du gouvernement ont glissé dans le débat, et encore une fois pour soutenir leur argumentation, plusieurs faussetés. Par exemple, affirmer que la pratique des accommodements porte atteinte, de façon presque routinière, à l'égalité homme-femme. Soutenir que nous avons vu au cours des 2 ou 3 dernières années une accumulation, le mot est de M. Drainville, une accumulation d'accommodements qui ont été accordés et qui n'avaient pas de sens. Soutenir ensuite que les décideurs dans les institutions sont obligés de traiter les demandes d'accommodement en l'absence de toute balise, en l'absence de toute règle, c'est faux. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Les règles sont précisées dans la jurisprudence. Ils ont été précisés dans le rapport de notre commission que vous évoquiez tout à l'heure. Ils ont été précisés dans au moins une dizaine de guides qui ont été mis au point d'abord par la Commission des droits de la personne, ensuite par diverses institutions publiques et privées, notamment les cégep, les hôpitaux, les municipalités, etc. Donc ce sont des faussetés qui ont alimenté le débat et qui ont contribué à le détourner. Je pense aussi que ces faussetés ont causé un grand dommage parce que, encore une fois, elles ont accrédité des perceptions non fondées dans la population. Un discours que nous avons beaucoup entendu, c'est que nous sommes envahis par les immigrants. Nous ne sommes plus chez nous. Ces gens-là veulent détruire notre culture pour imposer leur culture, pour imposer nos valeurs. À chaque fois qu'il y avait des vox pop, c'est ce qui ressortait. Mais c'est important, les vox pop, parce que c'est l'appui principal du gouvernement. M. Drainville le dit, il s'adresse à la majorité silencieuse. C'est bien de cela qu'il parle. Alors moi, je pense que ça, c'est irresponsable de sembler accréditer ce genre de perception. Par exemple, le fait qu'on est envahi par les immigrants. Le Québec compte à peu près 11% d'immigrants.
On craint l'islamisation du Québec. Il y a à peu près 2% de musulmans dans la province de Québec. On dit que, c'est un argument qu'on entend souvent, c'est surtout des dames souvent qu'on entend, mais aussi des hommes, si on allait dans ces pays-là, le Mali, le Soudan, certains pays d'Afrique du Nord, on serait obligé de porter le hijab ou de porter des signes religieux. Alors quand ces gens-là viennent chez nous, ben, c'est normal qu'ils devraient faire la même chose, ils devraient adopter les règles de notre société. Il y a une différence qu'on oublie, c'est que ces pays-là, comme on dit, ce sont des dictatures, ce sont des despotismes où la liberté n'existe pas. Ce ne sont pas des sociétés de droit. Alors que nous sommes une société de droit, nous sommes une démocratie, nous nous donnons des chartes pour régir les comportements des individus, pour préciser les règles de la vie collective et individuelle. Alors, il me semble que je ne crois pas que personne ne veuille adopter les règles et les systèmes politiques des pays dont je parle. Nous sommes contents de vivre dans une société qui privilégie la liberté, et je crois bien que personne ne veut s'en départir. Alors la liberté, ça veut dire de respecter la diversité, ça veut dire de respecter les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans notre charte et dans la quasi-totalité des chartes du monde, notamment dans les chartes de l'ONU, la Convention des droits de la personne de l'Union européenne et de la Commission européenne. Donc ce sont des valeurs fondamentales que nos sociétés ont décidé d'observer pour favoriser la liberté, la vie des citoyens. J'imagine qu'on ne devait pas se priver de ça. C'est ça la grosse différence entre les pays d'où certains immigrants viennent et notre société. Et d'ailleurs, ces immigrants quittent leur pays pour venir chez nous, justement pour profiter de la liberté dont nous jouissons dans notre société. Alors, ce sont les 2 ou 3 remarques que je voulais faire en ouvrant cette discussion. J'ajouterai simplement que une des craintes que m'inspire de plus en plus l'évolution du débat et ce projet de charte, c'est la fracture sociale qu'elle est en train de créer au sein de notre société. Ça, c'est un phénomène sociologique extrêmement grave s'il devait se poursuivre, parce que ce sont des fractures qui ne s'établissent pas entre les jeunes et les plus âgés, entre les moins riches et les plus instruits et les moins instruits. Elles s'installent sur des critères d'identité, de valeurs, de droits, de croyances religieuses, des critères ethniques. Et ça, c'est un terrain qui est éminemment dangereux, explosif même. Alors c'est très imprudent d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, à mon avis, pour une raison qui ne le justifiait pas. En 2007-2008, le gouvernement a mis sur pied une commission parce que tout le monde la réclamait. Tout le monde était convaincu que le Québec était en état de crise et qu'il fallait faire quelque chose. Donc le Québec n'avait pas le choix de se rouler les manches et puis de plonger dans ces thématiques. Moi, je ne crois pas que la situation qui a prévalu au Québec depuis 1 an ou 2 était du même ordre. Il n'y avait pas de crise dans notre société. Alors pourquoi rouvrir ce débat qui devient acrimonieux et qui est en train d'opposer les minorités et la majorité? Et quand je dis ça, il risque de se passer quelque chose de très sérieux, là, qui va prendre beaucoup de temps à réparer. C'est que le gouvernement, avec son projet, est en train de créer les conditions qui vont permettre à toutes les minorités au Québec de se coaliser, de se solidariser et de former un bloc. Et ce bloc-là va se former contre la majorité. Et quand ce genre de fracture s'installe dans une société, ça a des conséquences très longues et extrêmement déplaisantes. Et l'exemple de la France devra nous inspirer là-dessus pour une fois. Parce que la France a commis l'erreur d'additionner les exclusions sociales, économiques, culturelles des immigrants d'Afrique du Nord pendant quelques générations. Et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, le phénomène des banlieues, où souvent même les policiers ne peuvent plus entrer. Donc là, on parle d'une fracture profonde. Alors, si on veut s'inspirer du modèle français, comme on dit, inspirons-nous de ce phénomène-là
qui nous dit la marche à ne pas suivre. Merci, M. Bouchard. Alors, on y va avec la première question. François Saint-Gelais, ensuite Louis Tremblay, et je prends les suivants. Depuis le début de ce débat-là, M. Bouchard, on parle beaucoup, il y a comme un mot valise, c'est comme intégration. C'est comme maintenant, comme vous avez parlé un peu du concept de chez nous, du concept il y a eux, il y a nous. Mais justement, j'aimerais savoir, pour poser un petit peu le débat, jusqu'à quel degré on peut quantifier l'intégration? Est-ce que c'est un concept qui est pertinent dans le cadre du débat? Jusqu'à quel point il faut intégrer les gens qui arrivent à nous, alors que nous, on devrait peut-être s'intégrer ou s'ouvrir à eux? J'aimerais que vous nous exposiez un petit peu votre vision de ce fameux mot-là, cette espèce de concept-là qui est, je pense, un peu galvaudé. Qu'est-ce qu'on devrait viser comme intégration? Qu'est-ce que ça signifie, ce concept-là? Quelle balise on pourrait justement utiliser pour mieux comprendre ce concept-là? Le concept d'intégration, c'est un concept central. Et je crois même que dans ce débat, on n'en parle pas assez. C'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup présentement, le concept d'intégration, alors que c'est l'enjeu central. Encore une fois, je reviens sur mon commentaire à propos de la fracture. Une société ne doit pas se fragmenter. Une société qui veut bien fonctionner, se donner des objectifs et les poursuivre, qui a besoin de créer des consensus pour ça, qui a besoin de construire des majorités à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la population, qui veut avancer dans des directions qu'elle se donne, elle a besoin d'avoir un minimum d'unité, un minimum d'intégration. Une société qui est entièrement fractionnée est une société qui ne peut pas fonctionner, parce qu'elle est incapable de s'entendre sur des choix, des orientations, des valeurs, des politiques, des programmes, etc. Donc une société qui ne peut plus avancer. Et la fragmentation, ça tourne vite au conflit, aux tensions et aux conflits, une fois qu'elle est installée, évidemment. Alors, par quoi on mesure l'intégration? Par exemple, l'intégration à l'emploi. Essayer de faire en sorte que le plus grand nombre possible de citoyens se trouvent du travail et soient autonomes comme citoyens et avec sa famille. Alors, présentement, ce qui est grave au Québec, c'est bien sûr qu'on a un certain taux de chômage, comme toujours, mais c'est que ce chômage-là frappe des groupes en particulier, et notamment les musulmans. Ils sont plus frappés, ils sont plus ciblés que les autres. Voilà quelque chose qui est mauvais et qui empêche ces gens-là de s'intégrer à notre société, parce que le moyen le plus élémentaire pour un citoyen de s'intégrer à sa société, c'est d'avoir un travail. Et à partir de là, on s'intègre à des réseaux sociaux. On a plus le goût de s'informer de la vie politique, d'y participer, de se faire des opinions et de devenir un citoyen au sens complet. Alors, ici, donc, au Québec, on a un problème avec ça, l'intégration économique et sociale des immigrants et des membres des minorités. Deuxièmement, l'intégration, ça veut dire aussi que si on veut être capable de créer des consensus et de créer des alignements vers certaines orientations collectives et politiques, il faut partager un petit peu les mêmes valeurs fondamentales. Bon, alors, ça se mesure. La proportion des gens de divers milieux sociaux qui adhèrent ou non à ce que l'on considère comme étant les valeurs fondamentales de notre société. Et vous savez quoi? Vous me donnez l'occasion de dire quelque chose d'important. Encore une des peurs que j'évoquais tantôt, c'est que les immigrants ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils sont porteurs de valeurs qui sont contradictoires avec les nôtres et qu'ils ne veulent pas abandonner leurs valeurs. Bon. Moi, je connais seulement 2 études qui aient essayé de mesurer les valeurs auxquelles les immigrants adhèrent, celles auxquelles les membres de la société d'accueil adhèrent, et quelle est la différence entre les deux. Alors, les résultats de ces 2 études convergent, ils sont les mêmes, c'est que les immigrants, massivement, partagent les mêmes valeurs fondamentales que nous. Deuxièmement, ils y adhèrent avec plus d'intensité à des valeurs de liberté, par exemple, des valeurs de démocratie, les valeurs des droits fondamentaux qui sont bien protégés par des institutions, par des chartes, etc. Et vous savez pourquoi ils y adhèrent avec plus d'intensité? C'est parce que ces gens-là, en très grand nombre, ont fui des pays où ils en étaient privés. Et ayant décidé d'émigrer, les francophones, par exemple, ceux de l'Afrique du Nord, n'ont pas voulu aller en France
parce que c'est l'ancien pays qui les a colonisés et qui les a opprimés. Donc, ils décident de venir au Québec, parce que ça parle français, et parce qu'au Québec, nous avons ces valeurs-là de liberté, de démocratie, etc. Alors, c'est une autre chose qu'il faut déplorer, en même temps que ce que j'ai dit tout à l'heure, que de laisser filer cette perception que les immigrants, en général, en gros, adhéreraient à des valeurs qui sont contraires aux nôtres et menaceraient donc les nôtres. Ça n'a aucun fondement. Alors, à partir de là, je veux souligner le fait qui est vraiment surprenant, que, selon toute apparence, le gouvernement du Parti québécois s'est lancé dans cette vaste opération sans faire d'études préliminaires, sans connaître le terrain. Par exemple, tout ce qu'on entend sur les accommodements ne sont appuyés sur aucune recherche rigoureuse qui aurait démontré qu'effectivement, la pratique des accommodements tourne en sens contraire à l'égalité homme-femme, par exemple. Et qu'il n'y a pas de balise qui guide les décideurs, si bien que les décisions sont arbitraires et que les accommodements prennent la forme de privilèges. Alors, il n'y a pas d'études rigoureuses. Il n'y a pas d'études, tout simplement. En tout cas, jamais le gouvernement n'a fait allusion à des recherches qu'il aurait faites et sur lesquelles il pourrait appuyer ses prises de position pour justifier ses orientations. Jamais. M. Drainville, c'est toujours les mêmes exemples, 3 ou 4 exemples. Et d'ailleurs, dans ces exemples-là, pour montrer que les accommodements portent atteinte à l'égalité homme-femme, il y en a 2 qui sont faux. Quand il parle de la SAAC, la Société d'assurance automobile, je l'ai entendu une couple de fois déclarer ça, qu'à la SAAC, un musulman, un juif, un homme qui, pour des raisons religieuses, ne veut pas traiter avec une évaluatrice, et lui est permis de se présenter au guichet et de dire « Moi, je ne veux pas de femme, je veux traiter avec un évaluateur, s'il vous plaît », et on donne suite à sa demande. C'est faux. C'est entièrement faux. J'ai été témoin de la procédure qui a été mise en place à la SAAC il y a 2 ans. C'était d'ailleurs la personne qui était en charge. C'était une ancienne analyste senior à notre commission. Et j'ai suivi de près la mise en place, la conception de cette procédure. Et j'ai vérifié encore il y a 2 semaines à la SAAC auprès d'un représentant. Et cette procédure est parfaitement appliquée d'une manière extrêmement stricte. Donc, je trouve ça bizarre qu'on puisse mentir comme ça à la population. Et en plus, je trouve ça très injuste pour des gestionnaires d'un organisme public qui ont fait leur devoir. Pour s'assurer que peut-être la valeur à laquelle on tient le plus au Québec soit respectée à la lettre dans leur service. M. Drainville donne aussi l'exemple des femmes qui se présentent dans des hôpitaux au Québec et qui ne veulent pas traiter avec des médecins, des hommes médecins, et que les hôpitaux donnent suite à leurs demandes. Alors encore là, je pense que M. Drainville n'a pas fait ses devoirs, parce que ce problème-là a été soulevé au temps de la commission, et les hôpitaux en étaient venus à établir une convention en vertu de laquelle une femme qui se présentait et qui voulait traiter avec une femme médecin, on donnait suite à sa demande s'il y avait une femme médecin qui était disponible. Sinon, on lui affectait un homme médecin. Donc, il n'y avait pas de préférence, il n'y avait pas d'atteinte à la règle de l'égalité homme-femme. Alors, vous voyez, c'est tout de même surprenant, sur des thèmes aussi délicats, aussi complexes, auxquels, à la Commission, nous avons consacré des énergies considérables pour faire de la recherche, pour prendre connaissance du terrain, pour voir où étaient les problèmes, où est-ce que ça faisait défaut, où est-ce que ça méritait d'être redressé, où est-ce que ça allait bien et qu'il ne fallait pas y toucher. Bien, il semble que le gouvernement s'est lancé là-dedans sans faire aucune recherche. C'est très curieux. Louis Tremblay, ensuite Véronique Dubé. En tout cas, si M. Drainville a commandité des recherches sérieuses, il pourra vous le dire, puisqu'il est l'invité vendredi. Voilà. M. Bouchard, dans ce débat-là, ça devient un peu bizarre parce que les gens qui osent être pour la Charte passent pour des cultéreux, incultes, qui n'ont pas été à l'école et reculés par le tonnerre, souvent qui vivent dans des régions éloignées. Et ceux qui sont pour, ce sont des vertueux qui connaissent tout. Sauf que
On a entendu le contraire aussi. Non, mais c'est le courant généralisé qui passe dans les chroniques, puis je veux dire, sauf que en quoi un couple qui élève un enfant à Montréal, dans la laïcité, n'a pas le droit d'exiger que son enfant ne soit pas exposé à une pratique religieuse comme le port du voile à sa garderie? Parce que c'est le premier contact avec l'état de l'enfant, c'est la garderie. Mais Oui. en quoi ces gens-là n'ont pas ce droit-là? D'exiger que les évaluatrices ne portent pas de signes religieux. Oui. Bon, Comme alors, le voile. C'est un signe religieux, un voile. Là. C'est pas, Ah oui, c'est absolument. pas de la coquetterie, c'est On pas parle- du Christian Dior ou du Prada. Là. C'est un signe religieux. Là. On s'entend. on parle du hijab. Là. Oh, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'un parent qui envoie un enfant à la garderie, où il y a une évaluatrice qui porte un hijab, n'a pas le droit d'exiger que cette évaluatrice se départisse de son hijab? C'est ça. C'est parce que un tribunal jugerait, par exemple, que cette dame qui porte un hijab, elle le fait parce que c'est reconnu comme un droit fondamental qui est énoncé dans notre charte. C'est un droit fondamental. Et que la raison pour laquelle les parents voudraient lui faire enlever son hijab ne sont pas du même ordre et n'ont pas le même poids que le droit fondamental de manifester sa religion. Parce que la raison qu'évoqueraient les parents, qu'est-ce que ce sera les raisons qui seraient justiciables et qui pourraient convaincre un juge ou un tribunal? Ben, eux, ils n'ont pas de religion. Ils ont le droit de ne pas avoir de religion puis de ne pas vouloir que leur enfant soit exposé à des signes à cette religion-là. Oui, mais pour quelle raison est-ce que ça heurte leur droit de ne pas avoir de religion, le fait que leur enfant est soumis à la vue d'un signe religieux? Non, mais c'est parce que c'est plus loin que la vue. C'est l'éducation, c'est une école, c'est un lieu public, c'est l'État. C'est le premier contact de l'enfant avec l'État, souvent après l'hôpital, c'est l'école. Oui, mais on pourrait Parce que c'est ça soutenir- qui pose problème là, On en ce pourrait moment. soutenir- C'est les signes religieux, c'est pas les accommodements raisonnables. C'est les signes religieux qui sont... On pourrait soutenir le raisonnement contraire à celui que vous venez de tenir. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus diversifiée, n'est-ce pas? Oui. Auparavant, au Québec, il y avait la religion catholique qui occupait massivement le paysage. Et puis, il y avait ce qu'on appelait, ici au Saguenay, par exemple, des mitaines. Hein, les deux petites églises, là, à Arvida. Le protestantisme était très, très minoritaire, puis était concentré dans des marges de nos villes ou de nos sociétés. De sorte que nous avons absorbé, assimilé le catholicisme comme étant la religion. On n'aurait pas pensé qu'il pouvait y avoir d'autres religions sur le même pied que le catholicisme. En tout cas, moi, je fais encore partie de la génération qui a vécu là-dedans. Peut-être la dernière, mais en tout cas. Et ça a survécu beaucoup, hein, même aujourd'hui. Alors, à cause de l'immigration, on a vu apparaître plusieurs nouvelles religions dans le paysage québécois qu'on ne voyait pas auparavant. Et les gens qui adhèrent à ces nouvelles religions ont le même droit que ceux qui adhéraient au catholicisme, là, ou qui continuent à y adhérer. Ils ont le même droit. Alors, ces gens-là, ou une partie de ces gens-là, croient avoir l'obligation de porter un signe religieux en vertu de leur credo. Et ça, c'est une différence par rapport à la religion catholique. Dans la religion catholique, il y a très peu de gens qui pensaient que du fait que je suis catholique, il faut que je le manifeste dans un signe religieux dont je ne pourrais pas me départir parce que si je m'en départissais, j'aurais l'impression de trahir ma foi. Très, très peu dans la religion catholique. Mais dans les nouvelles religions qu'on a vu apparaître ici, l'islam, la religion sikh par exemple, il y a une minorité de croyants là-dedans qui pensent que leur credo et le fait de porter un signe religieux, c'est indissociable. Pour eux, ça ne se dissocie pas, c'est la même chose. Si on force un sikh à enlever son turban, il va conclure à une trahison de sa religion, ses croyances les plus profondes. Jamais vous convaincrez un sikh d'enlever son turban. C'est impossible. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Parce que c'est indissociable. Alors évidemment, on parle d'une minorité de croyants. Hein, les croyants les plus, je dirais, les plus conservateurs, les plus orthodoxes, là. Ce qui n'est pas le cas de tous les sikhs, ni de tous les musulmans, ni de tous les juifs non plus. Il y a certains juifs qui jamais n'enlèveront leur kippa. Mais plusieurs autres l'enlèveront. Et plusieurs autres ne portent même pas la kippa. Donc c'est des minorités. Et c'est pour ça que le droit reconnaît à ces personnes-là la faculté de porter leur signe religieux dans leur travail,
que ce soit un travail dans des institutions publiques ou privées. Alors, ce que le tribunal va mesurer, c'est l'importance du tort que l'on cause aux gens que l'on priverait de porter ces signes religieux et du bien que l'on fait à ceux qui le demandent. C'est ça. C'est le principe que la majorité, il faut qu'elle se plie à la minorité. Il faut que la majorité... Oui, mais en quoi ça gêne la majorité? Non, mais je veux dire, c'est ce principe-là qui s'applique. Non, c'est le principe des droits qui sont universaux. Les droits sont universaux. Ils s'appliquent autant aux catholiques qu'aux non-catholiques, aux croyants et aux non-croyants. C'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens, pas juste à une minorité, à tous les citoyens qui veulent s'en prévaloir. Alors, s'il se trouve que vous adhérez à une religion où cette relation organique entre la foi et le signe extérieur n'existe pas, vous n'allez pas vous penser victime de discrimination. Simplement, c'est un droit qui existe pour tout le monde, mais vous n'avez pas besoin de vous en prévaloir. Ça arrive souvent, ça. Véronique Dubé, ensuite Denis Lapierre. Je sais bien si vous estimez que cette charte-là ne passe pas le test de la charte canadienne qui, dans le fond... La charte québécoise. La charte canadienne, la charte québécoise, qui respecte, dans le fond, les droits de tous à avoir une religion. C'est ce que vous dites, ça ne passe pas le test légal. Et de la manifester, y compris en public, mais y compris dans son travail, de la manifester. Ça, on n'a pas besoin d'aller voir la charte canadienne, c'est dans la nôtre. Puis la nôtre, on l'a écrite avant la charte canadienne. Pardon? Ultimement, c'est la Cour suprême. Quand éventuellement, à cause de la structure constitutionnelle dans laquelle on vit, quelqu'un qui voudrait, par exemple, contester, un musulman qui voudrait contester le fait qu'on l'a obligé à enlever, une musulmane, pardon, à enlever son hijab, s'adresserait d'abord à des tribunaux québécois, la Cour du Québec, par exemple. Ensuite, ça irait à la Cour d'appel du Québec. Ensuite, la Cour supérieure, et puis éventuellement, la Cour suprême. Mais là, on est rendu à Ottawa. Parce que dans le régime où on vit, c'est comme ça que ça marche, jusqu'à nouvel ordre. Je vous sens encore plus en colère que la semaine dernière parce qu'on vous a entendu sur toutes les tribunes la semaine dernière à propos de cette charte quand elle a été déposée. Est-ce que je me trompe? Vous êtes plus en colère et pourquoi? Non, je ne suis pas plus en colère. J'ai l'air en colère? Vous avez observé ce qui s'est passé durant la dernière semaine? Je suis très convaincu, mais je ne pense pas être en colère. Encore plus en convaincu? Que le débat... qu'il y ait cette fracture-là? Ce qui me gêne beaucoup, c'est la fracture sociale qui est en train de se créer. Ça me gêne beaucoup. Parce que depuis quelques décennies, je trouve que le Québec s'est très bien comporté dans son rapport avec l'immigrant et avec l'autre, celui qui est différent. Et dans son rapport avec les minorités ethnoculturelles. Le Québec s'est très bien comporté. Il a fait des efforts considérables pour essayer d'assurer un équilibre entre le respect des droits des immigrants et les impératifs de l'identité qu'il faut conserver. Le fait qu'il y a des immigrants et qu'il faille respecter la diversité, ça ne veut pas dire que la société d'accueil doit renoncer à ce qu'elle est, doit renoncer à son identité, à sa mémoire, etc. Au Québec, on a réalisé, à mon avis, un très bon équilibre entre ces deux impératifs, de sorte qu'on n'avait pas de problème au Québec. Ça se vivait très bien, la diversité et le rapport à l'immigrant. Ça se vivait très bien. Alors, il y a eu le soubresaut de la Commission. Après ça, ça s'est calmé pendant quelques années. Et puis maintenant, là, on a institué ce débat qui, à mon avis, risque de compromettre le travail patient, intelligent et efficace que les Québécois ont réalisé pendant toutes ces décennies, grâce à beaucoup de bénévoles, notamment, qui travaillent sur le terrain quotidiennement avec les immigrants. Alors, cette fracture sociale me gêne beaucoup. Est-ce que vous auriez préféré que votre rapport continue d'être tabletté? Donc, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui dise, il faut faire quelque chose? Parce que, évidemment, il y a eu la commission, vous avez fait des recommandations, le Parti libéral l'a laissé sur la tablette. Là, le Parti québécois a dit, il est temps de faire quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont ils veulent régler le problème, mais est-ce qu'il doit tout de même y avoir quelque chose qui soit fait au Québec? Si vous vous rappelez les recommandations de notre commission, nous avions plusieurs demandes pour qu'il se fasse des choses, pour que le gouvernement en place à ce moment-là
donne suite à plusieurs de nos suggestions, dont certaines étaient plus importantes que d'autres, et qui n'ont pas eu de suite. Alors ça, je trouve que c'était une grande irresponsabilité, parce que si le gouvernement, à l'époque, avait fait ses devoirs, aujourd'hui, peut-être que nous n'aurions pas ce débat qui nous divise et qui devient acrimonieux, et qui sème beaucoup de chaos dans les esprits, etc. Alors moi, j'ai toujours souhaité qu'un gouvernement reprenne nos recommandations et y donne suite. Alors, c'était quoi nos recommandations? Ça voulait dire, en gros, une partie du projet qui est présenté maintenant. Par exemple, dans un document officiel sur la laïcité, qu'on définisse les grands principes dont on déduit les orientations, les procédures, les critères dont doivent se servir les gestionnaires dans la vie quotidienne. Donc, une charte qui affirme et qui clarifie les grands principes de ce que c'est que le régime de laïcité en fonction duquel on veut vivre collectivement au Québec. Séparation institutionnelle de l'État et des églises, des religions, la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions et vis-à-vis de tout ce qu'on appelle les convictions de conscience, parce que les convictions de conscience ne sont pas toutes religieuses, il y en a qui ne sont pas religieuses, etc. La liberté des citoyens d'adhérer aux convictions de conscience qu'ils veulent, ou la religion qu'ils désirent embrasser. Et ensuite, une composante qui s'appelle le critère patrimonial, le respect du patrimoine. Le respect du droit des autres n'entraîne pas qu'on efface l'histoire de la société où on vit, avec les symboles, la mémoire dont on a besoin, dont on remplit notre imaginaire. Ça ne doit pas être détruit, ça doit être préservé. Mais préservé dans les limites des autres droits, en fonction d'un équilibre qu'il faut sans cesse renégocier. Ça n'a pas été fait. Et il y a une partie du document, du projet qui vient d'être soumis, qui va dans ce sens-là et qui est tout à fait le bienvenu. Bon. L'autre partie, c'est celle qui concerne les signes religieux, et c'est celle dont nous venons de parler, et à mon avis, le gouvernement devrait sacrifier cette partie-là et se concentrer sur l'autre. Et se concentrer également sur les accommodements, non pas parce que les accommodements marchent tout de travers, non pas parce qu'ils n'ont pas de balises, mais pour dissiper les mauvaises perceptions dans la population, pour montrer que le rejet des accommodements n'est pas fondé. Ou alors c'est une perception qui sont nourries par de mauvaises raisons, par des perceptions qui n'existent pas. Et ça, ce serait bien qu'un gouvernement rappelle ça. Par exemple, moi, durant la dernière année, j'ai dû donner 30 ou 35 conférences sur le thème de l'interculturalisme, qui était celui de mon dernier livre. J'étais invité dans des universités, des cégeps, de tous les milieux que vous pouvez imaginer. Et partout où j'allais, à la fin de ma conférence, je demandais, et il y a des gens parmi vous qui s'occupent des demandes d'accommodement. Hein? Vous êtes une institution où il y a des demandes d'accommodement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'accommodement au cours des 2 ou 3 dernières années, chez vous, qui sont allées contre l'égalité homme-femme? J'ai jamais eu un seul exemple. Je dis pas, je demandais pas 10 exemples, j'en demandais un. Je n'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu nulle part. Et ce qu'on me disait, c'était, mais M. Bouchard, vous êtes au Québec, là. Pensez qu'on pourrait accorder une demande qui irait directement à l'encontre de l'égalité homme-femme, qui inférioriserait la femme par rapport à l'homme? Pensez qu'on pourrait faire ça au Québec? Hein? Ils sont bien conscients que c'est une valeur sacrée. On ne touche pas à ça. Alors moi, je trouve ça inacceptable qu'on rende vils les accommodements pour des raisons qui ne sont pas fondées. Alors que les accommodements, ça c'est une autre affaire. On dit souvent que les accommodements, c'est un privilège. C'est le contraire. Un accommodement, on accorde ça quand une personne est capable de prouver qu'elle est victime d'une discrimination. C'est-à-dire qu'un droit qui est reconnu à tous par la Charte, cette personne-là en est privée. Donc, il y a une correction qu'il faut faire. C'est ça une demande d'accommodement. Et encore, la correction se fait seulement si, alors là, c'est toutes les autres conditions, si ça ne coûte pas trop cher, si ça ne bouleverse pas le fonctionnement de l'institution, si ça ne porte pas atteinte aux droits d'autrui, si ça va dans le sens de l'intégration, etc., etc. C'est pas pour rien que ça s'appelle raisonnable. Les juges qui ont mis ça au point dans les années 80 n'étaient pas stupides, là. Alors, ça a commencé avec les handicapés.
Un handicapé visuel qui a besoin d'un chien Mira. On s'est aperçu que quand il prenait l'autobus, il ne pouvait pas amener son chien. Parce que dans les municipalités, il y a des règlements qui ont du bon sens. On ne peut pas amener son veau dans l'autobus, c'est parfaitement raisonnable. On avait oublié que dans la société, il y avait des gens qui étaient handicapés visuels. On n'y avait pas pensé. Donc c'était une mauvaise loi, c'était un mauvais règlement que les gestionnaires se sont empressés d'amender pour permettre à des handicapés visuels de prendre l'autobus avec leurs chiens. L'équivalent, c'est les handicapés en fauteuil roulant. On s'est aperçu à un moment donné que ces gens-là ne pouvaient pas aller au bureau du gouvernement pour obtenir des services, ne pouvaient pas aller dans les magasins pour s'approvisionner. Alors, on n'y avait pas pensé. On n'avait pas pensé que ces gens-là étaient en fauteuil roulant. Donc, on a passé une autre loi pour obliger les édifices publics et commerciaux à installer des rampes pour que ces gens-là puissent jouir du même droit que tous les citoyens. Ce n'était pas un privilège qui leur était fait. Alors, les demandes d'accommodement, c'est la même chose. Si moi, encore une fois, je tiens absolument à ne pas travailler le jour de la semaine qui est consacré à ma religion et aller aux offices religieux à faire des prières, c'est un droit qui est fondamental, ça. Mais si je m'aperçois que le jour qui a été consacré comme étant le jour de congé consacré à la religion, c'est celui d'une autre religion que la mienne, le catholicisme, par exemple. Je me dis, mais pourquoi les autres, ils ont un jour de congé le dimanche, puis moi, le samedi, je dois travailler? Il n'y aurait pas moyen d'arranger ça. Hein? Alors ça, c'est une des premières causes qui ont été entendues dans les années 80 par les tribunaux au Québec et qui ont dit essentiellement, les employeurs ont le devoir de corriger ça dans la mesure du possible. C'est ça que les employeurs ont dit. Un petit employeur qui a 5 employés, il ne peut pas se permettre là, d'avoir 2 horaires, ça complique les affaires. Il y a besoin de ce gars-là. Le dimanche, il n'en a pas besoin. Bon, alors, OK, il est dispensé. Mais si c'est l'Alcan, puis qu'il y a un gros roulement dans les horaires et puis que ça ne gêne pas du tout, ben, l'Alcan est obligé de le faire, est obligé d'accommoder ça. Alors, ça s'est réglé, cette affaire-là, très facilement dans la très grande majorité des établissements publics et privés. Il y a des cas où c'est plus compliqué, où il y a eu des problèmes, et à la fin, ils se sont aperçus que finalement, les gens qui souffraient de discrimination ont fini par être avantagés parce qu'il y avait plus de congés que les autres. Alors là, c'est anormal. Ça, c'est inacceptable. Il faut donc que ce soit corrigé, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la pratique des accommodements qu'il faut dénoncer. C'est qu'il y a des situations où c'est plus compliqué qu'ailleurs parce qu'il y a des contraintes syndicales, il y a des contraintes patronales, il y a des contraintes d'horaire, il y a toutes sortes de... Bon, qui font que parfois, ça ne se règle pas, puis on n'arrive pas à le régler. Mais il faut continuer à y travailler. Puis, par exemple, dans une des commissions scolaires à Montréal, ils ont décidé de n'accorder aucun congé religieux. Mais là, je ne sais pas s'il va être capable de tenir cette position-là. Mais en général, la règle, c'est de faire en sorte qu'à la fin, les gens qui, pour des raisons religieuses, ont demandé un congé une autre journée que le dimanche, à la fin de l'année, n'aient pas eu plus de congés que les autres employés. Sinon, on crée une discrimination à la place d'une autre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein? Denis Lapierre, ensuite Pascal Girard. M. Bouchard, dans tout ce débat, et surtout l'acrimonie que vous avez dénoncée par rapport à ce débat, quelle est la place du nationalisme québécois là-dedans? Il y a beaucoup de choses historiquement qui sont passées, de référendum perdant, déclarations au cours du dernier où on parlait déjà de vote ethnique, tout le monde s'en souvient. Il y a eu, dans les années 70, un nationalisme qui était très identifié à l'histoire française, des Français d'Amérique. Ça a évolué un peu. Il y avait eu les efforts de Gérald Godin, on se souviendra. Gérald Godin qui est complètement absent, dont on n'a pas entendu... personne n'a fait mention de Gérald Godin, je pense, une seule fois depuis le début de ce débat. Alors que ça a été au début là, un élément majeur d'une tentative, en tout cas, d'intégrer les groupes à l'intérieur de ce mouvement nationaliste-là. Actuellement, on voit dans le reste du Canada cette identification à cette... spécificité québécoise, appelons ça comme ça, comme étant un facteur de rejet, un facteur d'intolérance. On a entendu ce qui s'est dit en Alberta, en Ontario. Tout ça, là, est-ce que ce débat-là se déroule de cette façon-là parce qu'il s'inscrit dans une certaine histoire, une certaine tendance?
Je ne peux pas répondre à la totalité de votre question, là, parce qu'elle comporte plusieurs dimensions assez complexes, mais d'abord au sujet de de Gérald Gaudin, c'est pas surprenant que le PQ n'en parle pas aujourd'hui, parce qu'on se doute bien de la position qu'il prendrait aujourd'hui. Hein. C'est lui qui a marqué le premier, la grande ouverture des francophones vers les minorités et vers les immigrants, avec l'appui de l'ensemble du parti à l'époque. Hein. Alors c'est pour ça qu'on ne s'y réfère pas trop aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de répondre à votre question, qu'est-ce que devient le nationalisme québécois là-dedans? Je la préciserai à ma façon. Je dirais qu'est-ce que devient la cause de la souveraineté là-dedans. Alors moi, c'est une autre crainte que j'ai, parce que moi je suis un souverainiste. C'est une autre crainte que j'ai après la fracture sociale, le risque de fracture sociale, c'est que la cause de la souveraineté sorte bien malmenée de ce débat et ternie par le discours dans lequel elle serait désormais enveloppée, un discours en termes de privation de droits fondamentaux. Vous savez que quand une population vote en faveur de l'indépendance, décide qu'elle veut devenir un pays souverain, l'étape après, elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine parce qu'une majorité de la population a décidé qu'elle le voulait. Une société devient souveraine lorsqu'elle a été reconnue par les autres États. Et c'est ce qui arrive en général. Immédiatement le lendemain d'un vote majoritaire, il y a un État qui dit oui, je reconnais que ça les autres, puis le plus grand nombre possible si nécessaire. Hein. Puis après ça, cet État peut faire son entrée à l'ONU. Depuis une vingtaine d'années, le critère principal à la lumière duquel on juge si une société est digne d'entrer à l'ONU ou pas, c'est le respect des droits. Le respect des droits de la personne. C'est le premier test. Et souvent, ça s'arrête là. Alors, d'après vous, là, comment on se présenterait à cet examen-là, là, nous autres au Québec, là, hein, si un projet de charte comme celui-là était adopté, là? Est-ce qu'on se présenterait dans les meilleures conditions ou bien... Pardon? Il devrait sortir le 2/3 des pays qui sont là. Ah oui. Ben ça, bien sûr. Ça, on ne parle pas de ceux qui sont là et qui peut-être ne devraient pas être là, mais qui y sont entrés dans d'autres conditions, à d'autres contextes, etc. Là, on parle de nous au moment où nous pourrions en venir à frapper à la porte de l'ONU. Ben, c'est ce test-là en premier passé. Et à mon avis, présentement, là, on se présenterait mal à l'examen, je crois. C'est le débat, de façon dont il se fait, Si la jamais- façon dont c'est présenté, on pourrait effectivement se faire dire, écoutez, Si jamais la charte est adoptée telle qu'elle est là, et qu'elle prive une partie des citoyens du droit de manifester leur religion en public et à leur travail, bien sûr, ça jouerait très fortement contre nous. Et déjà, ça a commencé. Le Canada anglais ne se gêne pas pour commencer à nous construire la réputation. Les Américains ont enjambé le pas. Et puis après, ça fait boule de neige, ça. Et puis après ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a bien des pays qui, hypocritement, ne sont pas des grands chevaliers du respect des droits, mais qui s'en donneraient l'air, là, hein, c'est sûr, pour bien paraître, au dépend des autres. Mais c'est les règles du jeu. Pascal Girard. M. Bouchard, est-ce que vous croyez que le Parti québécois a fait un calcul politique, a fait le calcul des régions, parce qu'on sait comment fonctionne le système électoral au Québec, la question du vote francophone? Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain part de calcul politique là-dedans, qu'on Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, sur la Côte-Nord, où c'est majoritairement catholique, blanc, francophone, que la charte va bien passer, que dans le fond, à Montréal, on se dit, certains comtés, on les perd de toute façon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de calcul politique? Parce que vous disiez qu'il n'y a pas de calcul sociologique, vous dites qu'il n'y a pas eu d'études après ma barre. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un calcul politique là-dedans? Je dirais deux choses là-dessus. D'abord, ce serait bien étonnant que des politiciens oublient la politique. Hein? Deuxièmement, je n'irai pas plus loin que ça. Je ne peux pas entrer dans les procès d'intention. Je garderai de commenter cet aspect-là. Mais dans une région comme la Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut avoir des sondages dans les prochains jours. Ce matin, dans la presse, dans le quotidien, il y avait un sondage, mais il n'y avait pas de répartition géographique. Mais ça joue. L'acceptation de la charte n'est pas la même à Chicoutimi, n'est pas la même au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'elle peut être au centre-ville à Montréal. Et veut pas, il y a une différence. Le Québec n'est pas uniforme.
Oui, c'est exact. Je suis convaincu qu'il y a des gens au Parti québécois qui ont réfléchi à tout ça. Mais moi, je ne suis pas dans le secret de ces délibérations-là. Je pourrais avoir des opinions, mais c'est des opinions comme celles de tout le monde. Et je ne vais pas vous faire part de mes préjugés. Plus forte acceptation de la charte que ça peut être à Montréal? On ne peut pas dire, parce que les deux sondages qui sont parus, celui du début de la semaine et celui de ce matin, apportent leur part de surprise quand même. Hein? D'abord, que l'appui soit maintenant inférieur à ceux qui sont contre le projet, c'est 42% contre 45%. Que ceux qui appuient surtout le projet, c'est les catholiques traditionnels, à hauteur de 50%. Moi, ça m'a surpris. Que la ligne de partage maintenant, ou de fracture, correspond à aucun clivage familier. C'est même pas sûr que ce soit Montréal et les régions, là. Hein. Dans le premier sondage, on voyait les régions autour de Québec, le Bas-Saint-Laurent jusqu'à la Beauce, qui étaient contre le projet de charte. Ça, c'était surprenant. Ça veut dire que le clivage métropole-région commence à se brouiller. De sorte que s'il y avait un sondage qui isolerait le Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, j'oserais pas parier, là. J'oserais pas parier. Pour avoir des surprises, je ne sais pas. Alors, le quotidien l'a ferait lancer. Monsieur Tremblay. Alors, permettez-moi de faire une pause sur la Charte des valeurs québécoises un moment et de profiter de la liberté que donne la Charte de poser des questions tout azimut. Et pour vous poser deux questions rapides, là, vous avez fait un combat en ce que vous avez gagné le combat du déménagement du monument Price il y a quelques années. On n'est plus dans la charte. C'était la première fois que vous vous manifestiez un peu comme un politicien, on aurait dit, pour empêcher un geste qui finalement que vous dénonciez. Comment vous percevez la chose aujourd'hui? Parce que toujours le carrefour giratoire est toujours un carrefour de fleurs et de pots de fleurs. Comment est-ce que vous percevez la chose aujourd'hui? Et deuxièmement, rapidement, vous êtes le patriarche de l'université, le chercheur qui a le plus de visibilité avec Massoud Farzaneh. Comment est-ce que vous quelle est votre vision d'une ville universitaire comme le voudrait le maire de Saguenay? Première question, il est évident que le carrefour giratoire est un endroit magnifique pour ériger un monument, un symbole qui rallierait la grande partie des Saguenayens, hein, qui ferait consensus. Pas un symbole qui diviserait. Tu pouvais pas t'en empêcher. T'as pas le droit d'interrompre comme ça. Alors là, sur le choix de ce symbole, c'est sûr, ça pourrait être un Amérindien, ça pourrait être une femme. Par exemple, les femmes, vous savez, ont joué un rôle déterminant dans le défrichement des régions à l'époque pionnière. Les femmes ont joué un rôle déterminant, pas seulement en ayant des enfants, là, hein, pour toutes sortes de raisons. Moi, je ne trouverais pas que ce serait une grosse erreur que de consacrer cette place-là à un symbole qui rappellerait le rôle de la femme. Et pour toutes sortes de raisons. En plus, parce que, en dépit de ce qu'elle a fait, elle a été opprimée, hein, par le clergé, etc. Il y aurait une sorte de réparation en même temps. Il y aurait une reconnaissance et une réparation. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Un Amérindien ne serait pas une mauvaise idée non plus. Ils ont parcouru le territoire pendant quelques milliers d'années avant nous. Et puis regardez un peu ce qu'on en a fait. Là aussi, il y aurait une reconnaissance et une réparation. Mais voyez, il s'agirait que quelqu'un s'y mette et fasse une proposition qui aurait des chances de rallier un assez large consensus. Votre deuxième question, moi, vous savez que je suis d'accord avec presque tous les projets du maire Tremblay. Mais ça, c'est une très bonne idée. Mais vous étudiez trop longtemps. Oui, ben, c'est ça qui... Ben, j'ai mon handicap comme tout le monde. Je ne suis pas parfait. Mais non, moi, je trouve que c'est une idée très prometteuse, ça. Que la municipalité et l'université joignent leurs efforts pour imprimer
un centre, une zone d'excellence à cette université et à l'hôpital aussi, et axé sur la santé. C'est un thème qui est porteur, qui a beaucoup d'avenir. Et en alliance avec d'autres grands hôpitaux, d'autres grandes universités du Québec, ce qui se fait présentement avec l'Université de Montréal et avec Sherbrooke, je crois. Ah oui, moi j'applaudis à cette idée-là. C'est très prometteur, c'est extrêmement positif. Ça ne ferait que des gagnants. Jeanne, je crois. Marianne. Oui, alors je vais revenir à la charte. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que le débat prenne des dimensions aussi disproportionnées? C'est parce que les thèmes qui ressortent dans un débat comme celui-là sont les thèmes qui s'enracinent dans la partie la moins rationnelle de l'individu. Quand je dis la moins rationnelle, je ne dis pas ça au sens péjoratif, là. Je veux dire, avoir des émotions, c'est pas une mauvaise affaire, au contraire. Souvent, c'est la source des dépassements et de l'altruisme, etc. Donc, c'est la partie la moins rationalisée, la plus émotive. Alors, on parle de quoi, là? On parle d'identité. Identité, c'est profond, ça, dans une personne. Comment on nourrit son identité? On parle du sentiment des allégeances qui viennent avec ça, des fidélités. Fidélité à sa famille, par exemple. Ça, c'est le premier moteur de l'identité. L'image que l'on garde de sa mère, de son père, du genre de lien qu'on entretient continuellement. Il ne faut pas toucher à ça. Dès qu'on a l'impression que quelqu'un veut rompre ça, bousculer ça, on réagit de façon émotive, évidemment. L'attachement à son lieu de naissance, l'attachement à sa patrie. On parle aussi des droits des personnes. C'est fondamental, les droits que l'on pense avoir ou ne pas avoir, ou qu'on pense être menacé de perdre, ou etc. On pense à la vision de l'autre, le rapport avec l'autre. C'est toujours quelque chose qui est problématique dans toutes les sociétés, le rapport à l'autre. L'autre, c'est toujours quelqu'un qui crée un malaise qu'on ne connaît pas, qui est nouveau, qui nous déstabilise, qui fait peur un peu. Ça, c'est l'histoire des millénaires, ça, le rapport à l'autre. Alors, on est en train de le domestiquer en Occident depuis quelques décennies. On ne se représente plus l'autre comme quelqu'un qui veut nous détruire, une bête méchante, etc., comme c'était le cas avant. L'UNESCO a commandité une équipe, il y a une douzaine d'années, pour recenser les représentations de l'autre, depuis aussi loin que possible, depuis les Grecs, etc. Et l'autre est toujours représenté d'un visage hideux, laid, menaçant. Et puis ça change depuis 50 ans à peu près. L'autre finit par nous ressembler de plus en plus. On est en train de domestiquer l'image de l'autre. Mais quand même, c'est un travail qui est toujours à faire. Dès qu'on joue là-dedans, il faut y aller avec des gants blancs. Après ça, c'est les croyances religieuses. Les croyances religieuses, c'est profond, ça. Quand quelqu'un a l'impression que l'État veut venir jouer là-dedans, ça réagit, là. Et puis quand tout le monde n'a pas les mêmes croyances religieuses, et puis il y en a qui sont croyants, puis d'autres qui ne le sont pas. Puis parmi ceux qui ne le sont pas, il y en a qui trouvent qu'on devrait éliminer la religion, parce que c'est une source de division, puis un facteur de problème. Alors c'est tout un ensemble un clavier sur lequel il faut jouer du bout des doigts. C'est pour ça que si on y va avec les pouces, le débat s'enflamme et puis ça peut devenir parfois hors de contrôle. On n'en est pas là au Québec, tant mieux, mais il faut faire attention. On y va rapidement avec une dernière question de Denis Villeneuve. Charles, je sais que vous avez participé à vous avez donné des conférences au Japon qui lui, est en décroissance démographique importante. On est passé de 120 à 90 millions, je pense, d'habitants. Et puis, est-ce qu'à travers tout ce débat-là, on ne fait pas ressortir que l'immigration, c'est encore une richesse pour un pays? Oui, ça, c'est pas une conviction qui vient naturellement. Parce que naturellement, ce qu'on aime, c'est l'homogénéité. On aime à être dans un environnement qui nous est familier, où on ne se sent pas déstabilisé, où on connaît tous les codes. On n'est pas surpris, on n'est pas... qu'est-ce qu'il veut dire, là? Non, on aime ça. Quand, après l'ouvrage, on décide d'aller prendre un verre de bière à la brasserie, on n'y va pas avec ses ennemis. On y va en général avec ceux avec qui on connaît tous les codes, puis on se sent proche, etc. Alors, moi, je pense que... Vous prenez l'exemple du Japon. C'est un bon exemple, le Japon. C'est le pays le plus homogène qui soit, avec sa masse démographique. C'est pas une tribu, quand même, là. On
On parle de 100 millions de personnes. Un pays qui a toujours été très homogène et qui a toujours cru que ses vertus collectives, ce qui fait que le Japon est le Japon, étaient dues au fait qu'il était homogène. Donc, avant que le Japon se départisse de son homogénéité, là, il y a beaucoup de travail à faire. Ce qui se passe présentement au Japon, c'est que les couples se forment de moins en moins. Les femmes veulent de moins en moins d'enfants quand elles vivent en couple et veulent de moins en moins vivre en couple parce qu'elles veulent s'émanciper, elles veulent travailler, etc. Elles ont pris goût à ça, puis bon. Résultat, le taux de fécondité du Japon a plongé à un point que, comme il n'y a pas d'immigration, ou très très peu, c'est 1% des Japonais qui sont pas nés là, le résultat, c'est que les démographes prévoient que d'ici une trentaine d'années, le Japon pourrait perdre jusqu'à 30% de sa population. Vous imaginez ça, la catastrophe, sur le plan économique, sur le plan social? Pensez à ce qui se passe quand le gouvernement veut fermer un bureau de poste dans un village, ou que le mouvement des jardins veut fermer une caisse populaire, ou une école primaire, ou etc. Ben là, ça va tomber, 30%, là, le tiers d'un pays qui disparaît. Alors, évidemment, les Japonais, là, ils sont comme vous puis moi, là, ils sont pas fous, là. Alors là, ils sont devant un dilemme. Ou bien ils essaient de convaincre les couples d'avoir plus d'enfants, mais ils n'espèrent pas beaucoup dans cette direction-là. Ou bien ils marchent sur leur vieille représentation et puis ils décident d'ouvrir les portes à l'immigration. Mais si ça se fait, comment ça va se passer, le choc migratoire, là? Et ils ne sont pas habitués à ça, eux autres. Tout ce qu'ils avaient, eux autres, comme immigrants, c'était des Coréens, des gens qu'ils avaient opprimés durant la Deuxième Guerre et la Première Guerre, et puis qu'ils ont amenés chez eux pour faire du travail de prolétariat dans des mines, du travail dont les Japonais ne voulaient pas, qui ont été des citoyens de seconde zone, etc. C'est ça l'expérience qu'ils ont de l'immigration, donc il y a quelque chose à améliorer. C'est pour ça que les Japonais sont curieux du Québec. Pour les Japonais, le Québec, c'est une société qui était plus petite, bien sûr, mais qui était homogène, comme eux, et puis qui a réussi à s'ouvrir à l'immigration, à intégrer les migrants et les minorités, et à concevoir des formules de vie collective qui font que ça marche. C'est pas en termes de conflits, il n'y a pas plein de manifestations dans les rues comme on a vu samedi à Montréal, etc. Ça marche. Alors leur question, c'est de dire, mais comment vous avez fait? Je vais être obligée de vous arrêter là. Oui, malheureusement. Mais vous occuperez des Japonais, par contre. Merci à tout le monde d'avoir été là. Prochain rendez-vous avec Bernard Drainville.